Futur, comment préparer nos enfants? Voilà un titre ambitieux. En même temps, quand on se demande ce que sera le futur, c'est intéressant d'interroger le passé. Qui aurait imaginé, après la Première Guerre mondiale, qu'on avait appelée la dernière des dernières, qui aurait pu penser que quelques décennies après, une deuxième guerre mondiale aurait eu lieu, encore plus meurtrière, encore plus brutale, 60 millions de morts et en plus empreinte d'une haine raciste et génocidaire. Qui nous dit d'ailleurs maintenant qu'une troisième guerre mondiale n'est pas en gestation, avec des armes encore plus terribles que celles qui ont ôté la vie à ces 60 millions de personnes? Qui imaginait, pour être un peu plus proche de nous au niveau chronologique, en 2019 ce que serait 2020? Le coronavirus, la France paralysée, l'économie en berne, et 2021 ne s'annonce guère mieux. Du point de vue écologique au niveau de notre planète, qui peut dire ce que sera que la Terre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? Pensez par exemple à la stérilisation des sols qui a lieu à cause des pratiques agrochimiques intensives. Est-ce que vous saviez, mes amis, qu'on en est dans certaines régions du monde à polliniser les arbres à la main parce qu'on a tué tous les insectes, notamment les abeilles, à cause de l'épandage massif de pesticides? Évidemment, comme à chaque fois, il y a déjà des vautours qui voient de juteuses applications commerciales à réaliser et se mettent d'ores et déjà à commercialiser des drones qui pollinisent à la place des abeilles. Et d'une certaine manière, on a toujours envie de croire qu'il y aura toujours une solution technique, une solution technologique à notre irresponsabilité. Il me paraît pourtant nécessaire de faire un bilan lucide de notre société de consommation qui vit sur le fantasme d'une croissance infinie dans un monde fini. Premièrement, un bilan pour apporter des correctifs à ce que nous faisons mal ou à ce que nous ne faisons pas. Mais aussi, et c'est le sujet de ce soir, pour préparer la génération suivante à mieux relever les défis que nous l'avons fait nous-mêmes. Sachez, mes amis, que si vous ne prenez pas très au sérieux l'éducation et la préparation de vos enfants, d'autres le feront à votre place. La télé, les copains, les réseaux sociaux et même les jeux vidéo s'occuperont de formater l'esprit de nos jeunes, et pas forcément avec les valeurs de fond qui sont les vôtres. Si nous n'y prêtons pas garde, on pourrait bien se retrouver avec des générations de jeunes adultes qui vivent dans des ghettos virtuels de type Instagram, Facebook, qui suivent fidèlement des influenceurs de YouTube, des adultes encore plus dépendants que nous ne le sommes des écrans, des adultes ou de jeunes adultes qui lisent de moins en moins, voire qui ne lisent plus du tout, et donc avec un arrière-plan culturel et intellectuel qui s'appauvrit, et donc qui les expose bien plus aux idées dangereuses des nationalismes fascistes, des théories du complot, des sectes de tout type. Vous savez, ce que je suis en train d'évoquer, ça n'est pas du futur lointain. En réalité, c'est en train d'arriver maintenant. Déjà, en 2017, le journal Le Point disait « Le QI des Français est en chute libre ». Je vous invite à lire avec moi. Une série d'études montre un net recul du quotient intellectuel au sein des pays occidentaux. La moyenne française aurait baissé de près de 4 points en 10 ans. C'est un phénomène qui s'observe dans la grande majorité des pays industrialisés. Selon plusieurs études relayées par la revue Intelligence et dont les conclusions sont rapportées par les Échos, le quotient intellectuel moyen a tendance à baisser de manière très nette depuis une quinzaine d'années. Des conclusions tirées après analyse des résultats de tests psychométriques de jeunes conscrits
donc une majorité d'hommes dans les pays concernés. L'Europe du Nord est particulièrement touchée par cette baisse et reste par conséquent largement distancée au classement des QI moyens dans le monde par les pays asiatiques notamment. Déjà, en 2013, une étude montrait que les Britanniques avaient perdu près de 14 points de quotient intellectuel en moyenne depuis la seconde révolution industrielle. Selon les études les plus récentes, la France, elle, aurait perdu en moyenne 3,8 points de QI sur cette période de 10 ans entre 1999 et 2009. Il y a plusieurs types de causes à cela. On évoque notamment des causes de type chimique. Vous savez, tous ces produits chimiques qui sont dans notre environnement et qui perturbent notre système endocrinien, qui perturbent notre corps tout simplement. Il faut savoir également qu'une grande partie de l'activité cérébrale, elle est chimique, elle n'est pas seulement électrique, elle est également chimique. Mais on envisage aussi que nos nouveaux styles de vie jouent un rôle dans la baisse du quotient intellectuel moyen. Il n'y a rien d'irréversible, il n'y a rien de définitif, mais il faut se battre et ne pas confier nos enfants aux écrans. Vous savez, j'ai acheté des caplas d'occasion à une famille dont la mère m'a confié que ses enfants ne les utilisaient plus du tout, ils étaient tout le temps devant des écrans et ils ne voulaient rien faire d'autre. Vous savez, il est, je crois, vraiment important de prendre au sérieux cette problématique pour que nos enfants, qui seront les adultes de demain, ne dépendent pas exclusivement du contexte pour, premièrement, avoir un bon niveau d'instruction. N'avons-nous pas besoin de futures générations inventives et intelligentes, créatives? 2, qui ne dépendent pas du contexte, de l'environnement et des écrans pour avoir une saine estime d'eux-mêmes. Nous avons besoin de futures générations qui gèrent plus sainement les émotions que nous n'avons su le faire nous-mêmes et que nos parents ne l'ont fait en leur temps. 3, de jeunes adultes qui ne dépendent pas du contexte pour avoir des valeurs morales, des valeurs spirituelles et gérer sainement leurs priorités. Nous avons besoin de futures générations avec une haute moralité, avec des valeurs positives, constructives, des battants. Alors je voudrais ce soir partager en toute humilité, parce que je ne suis ni éducateur ni psychologue, mais je suis un simple papa qui s'est posé quelques questions. Je voudrais proposer quelques pistes pour le développement intellectuel de nos enfants. J'étais dans le train jeudi dernier, je revenais de Paris, et il y avait dans un landau un bébé joufflu, mignon comme tout. Il avait peut-être 9 mois, 10 mois, 1 an peut-être. Il était déjà capable depuis un petit moment d'appeler sa maman, il ne s'en privait pas. Il faisait « maman, 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 maman ». Mais sa mère était sur son téléphone et elle ne tournait même pas la tête d'1 millimètre. Est-ce que vous savez, mes amis, que c'est un spectacle de plus en plus courant et c'est un fonctionnement qui a des conséquences significatives sur le développement du cerveau des nourrissons. Vous savez, les bébés accusent maintenant de plus en plus de retard de croissance et de retard de croissance intellectuelle parce que les papas et les mamans passent plus de temps à faire des photos d'eux et à les envoyer sur les réseaux sociaux plutôt qu'à leur parler. Or, les bébés ont un besoin vital de l'attention, du regard, du petit babil enfantin de leur mère pour se développer. Vous savez, quand on regarde son enfant, qu'on lui dit « c'est qui le petit bébé à son papa? C'est qui le petit bébé à sa maman ?» Je l'ai fait beaucoup à mes enfants. Je leur parlais comme cela. Je les faisais sauter dans tous les sens. Je leur chatouillais le ventre avec ma petite barbichette. C'est très important de leur donner du temps et de l'attention pour leur développement cognitif, leur développement intellectuel, leur développement émotionnel. Ce qui est vrai pour les bébés est vrai aussi pour les enfants plus âgés, voire les adolescents. Ainsi, sur le site parents.fr, on peut lire dans un article qui traite de l'impact des smartphones sur la parentalité, ce témoignage frappant d'une élève de CE2. Si je devais vous dire quelle invention je déteste, je dirais que je n'aime pas le téléphone. Je n'aime pas le téléphone parce que mes parents sont sur leur téléphone tous les jours.
Le téléphone est parfois une très mauvaise habitude. Je déteste le portable de ma mère et j'aurais préféré qu'elle n'en ait jamais, a ainsi écrit l'écolière. Il y a des effets néfastes directs et indirects liés à ce que les écrans prennent la place des livres, la place des Legos, la place des puzzles, des jeux de société, des balades à vélo, des discussions, des disputes, de l'ennui, et j'en passe. Cela génère des retards dans l'acquisition de compétences motrices, notamment la motricité fine. Il y a des retards qui sont liés tout simplement au fait que les enfants font beaucoup moins de sport, ils sont plus assis, plus sédentaires. Ils ont une endurance, une capacité respiratoire et cardiaque qui est moins bonne que la nôtre, et la nôtre est déjà moins bonne que celle de nos aînés. Il y a des difficultés de concentration dues à la sursollicitation du capital d'attention, qu'on parle d'attention volontaire ou d'attention involontaire. Donc une fois que vous avez utilisé votre capital d'attention sur des jeux vidéo, tout explose, tout est coloré, les couleurs sont saturées, ça bouge dans tous les sens. C'est compliqué ensuite de se mettre pendant 3 heures à lire un livre, sans images. Par conséquent, il y a des retards de langage, des retards en termes d'intelligence conceptuelle. La socialisation elle-même devient plus compliquée, elle passe par les réseaux sociaux. J'essaie de pousser, je parle de ma propre vie, je ne juge personne. Je ne juge personne. On est un peu tous dans les mêmes galères quand on est parents. Je pousse mes enfants à inviter des copains et des copines à la maison. En période de coronavirus, c'est plus compliqué évidemment, mais moi, à mon époque, je devais supplier mes parents pour qu'ils me laissent aller chez les copains et copines ou bien pour laisser venir les copains à la maison. Là, c'est moi qui pousse mes enfants pour qu'ils se mettent à avoir de vraies relations physiques avec des gens qui aillent se balader en vélo avec les copains. Ça se fait presque plus. C'est étonnant, étonnant. Et puis, il y a des conséquences, évidemment, sur la santé physique et psychologique. Des habitudes se prennent de traiter l'information d'une manière superficielle. Quand vous êtes sans cesse dans les réseaux sociaux, vous savez, on vous incite plutôt à réagir. Les messageries instantanées, les réseaux sociaux, un fonds de commerce, bien plus basé sur la réaction, sur l'émotion immédiate, que sur l'analyse argumentée. J'aime, j'aime pas. Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Larmes. Voilà ce qu'on vous incite à dire. On ne vous incite pas à prendre de la distance, d'avoir un peu d'esprit critique, de laisser un peu de temps, ou bien de faire preuve de nuance, de précision de la pensée, d'embrasser les systèmes de choses, plutôt que de se focaliser sur un événement précis, d'en tirer un jugement général. Non, il faut pouvoir parfois penser les choses dans une globalité. C'est pas l'époque dans laquelle on vit, et c'est pas l'époque dans laquelle nous pousse notre surconsommation de médias, d'écrans, de réseaux sociaux, de messagerie instantanée. Rien que cela, mes amis, j'ai vécu ces transitions-là. Je suis passé de la lettre manuscrite à la plume, à encre, aux emails. Et puis des emails aux... comment est-ce qu'on appelle ça, aux SMS. Et des SMS au WhatsApp, au Signal. Ça va de plus en plus vite. On se pose de moins en moins. On prend de moins en moins le temps de peser ses mots. Je pense, mes amis, je regarde maintenant mon écran de retour de cette conférence de tous mes amis de Besançon que je salue. Je voudrais vous demander, ne répondez pas, mais j'imagine que vous avez, vous aussi avec vos enfants ou vos petits-enfants, le même genre de problématique. Si vous avez mis en place des systèmes de gestion des écrans, de limitation des écrans, parlez-nous-en, marquez-le dans le chat. Nous, à la maison, on a mis en place un système dans lequel les écrans, c'est seulement le mercredi et le week-end, après que les devoirs, le ménage soit fait. Et puis, s'il y a eu des activités alternatives comme une balade en vélo, lire des livres. Donc, par exemple, nos petits en vacances ne peuvent pas avoir d'écran s'ils n'ont pas lu 1 heure ou 2. Et puis l'écran, c'est pas systématique, il y a des journées sans écran aussi. C'est difficile, c'est une bataille, c'est une bataille, mais n'hésitez pas à partager vos témoignages dans le chat si vous en avez, ce sera certainement très enrichissant. En attendant, je peux partager avec vous quelques pistes que mon épouse et moi-même et des amis à nous ont mis en place pour favoriser le développement de nos enfants, et ce sont des pistes qui marchent. Évidemment, ce ne sont pas toutes les pistes, c'est juste quelques pistes.
Tout d'abord, il faut stimuler les enfants. Pour notre part, alors que nos enfants étaient chacun dans le ventre de Laetitia, mon épouse, nous leur avons fait écouter de la musique classique. Alors je ne dis pas que c'est seulement la musique classique. Il se trouve que c'est ce qu'on aime à la maison. Je soupçonne que Jean-Sébastien Bach sera plus favorable au développement intellectuel et cognitif d'un enfant que Public Enemy. Mais enfin, c'est strictement partial et subjectif comme opinion. On leur a fait écouter beaucoup de musique et on leur a fait faire de la musique. La musique stimule le développement de l'intelligence, notamment l'intelligence linguistique et l'intelligence mathématique. La neurologue Isabelle Peretz affirme dans une interview à France Culture la chose suivante. Musique et mathématiques partagent certains mécanismes, écrit-elle. Tout comme le langage et la musique partagent plusieurs mécanismes. La considération en blocs de facultés ou formes d'intelligence comme la musique et les mathématiques facilite la comparaison, mais pas forcément la compréhension de leurs mécanismes d'opération, conclut-elle. Autrement dit, il y a des zones de superposition de l'intelligence, et quand vous développez votre intelligence musicale, vous développez aussi d'autres formes d'intelligence. Première piste. Deuxième piste, passer du temps avec vos enfants. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, faut être honnête. Je sais que pour ma part, j'ai passé du temps couché par terre à 35 ans, à 30 ans, 35, 40 ans, couché par terre avec une petite voiture, à faire tourner des toupies. C'est long. C'est long. Vous comprenez, on a mieux à faire qu'on est un homme occupé. Mais c'est vital. Passer du temps avec vos enfants, rien ne peut remplacer le temps que vous passez avec vos enfants. Jouez avec eux, parlez-leur, discutez-leur, expliquez-leur des choses, riez avec eux, pleurez avec eux, mais donnez-leur de l'attention exclusive et concentrée, même si ça n'est pas toute la journée, même si ça n'est pas 7 jours sur 7, ça compte énormément dans leur croissance, dans leur bien-être. Le site Santé Magazine, citant une étude américaine, affirme, et vous pouvez lire avec moi, publiée dans la revue Pediatric Research, une étude montre en effet que cette attitude appelée technoférence, pour désigner l'interférence de la technologie dans les temps et activités de famille, peut conduire les enfants à montrer plus de frustration, d'hyperactivité, d'épisodes de pleurs et de colère que lorsque le parent est davantage présent. Passez donc du temps avec vos enfants. Ne laissez pas ces écrans qui sont tellement addictogènes prendre la place dans vos yeux que vos enfants devraient avoir. Je pense que je me fais bien comprendre. Notre piste. Les livres et encore les livres. Nous avons appris très tôt à nos enfants à lire. Avant qu'ils ne sachent lire, nous leur avons lu beaucoup d'histoires. Et parfois la même histoire. Les enfants ont une sorte d'intelligence répétitive. On leur lisait notamment une histoire qui s'appelait Monsieur l'escargot. J'ai dû lire des dizaines et des dizaines de fois la même histoire aux enfants. Ils la demandaient tout le temps. Ils aiment ça, ils en ont besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été pareil enfant. Nous avons donc appris à nos enfants à lire très tôt. Ils savaient tous lire à peu près aux alentours de 3-4 ans. Et ils sont capables de dévorer plusieurs livres par mois et même par semaine dans les périodes de vacances. La lecture favorise une intelligence de fond, une intelligence polyvalente, une intelligence puissante. Lisez des livres à vos enfants et puis faites-leur en lire quand ils seront plus grands. On se bat comme on peut. Moi, parfois, je fais un chantage aux livres. S'ils veulent l'accès à un écran, ils doivent me faire la synthèse d'un chapitre, d'un livre un petit peu technique. On utilise les outils qu'on peut. Avant, c'était plus simple. On menaçait les enfants, voire on les battait. Ça, c'est fini, cette époque-là. Maintenant, il faut négocier, il faut ruser, mais il faut stimuler les enfants, notamment par la lecture. Je pourrais citer des dizaines de bienfaits de la lecture, mais vu les temps impartis, je me contenterai de répéter les livres et encore les livres. Mais pas seulement. Proposez-leur des activités manuelles, des voyages, des balades en nature, du bricolage,
des expériences de chimie, de l'électronique, des jeux d'écriture, de la poésie, du jardinage, du sport, tout ce qui contribue à leur développement en tant qu'être humain holistique, c'est-à-dire dans leur globalité, dans leur totalité. En un mot, proposez à vos enfants tout ce qui peut les stimuler d'une manière variée, de manière à les amener à découvrir leur potentialité et à se découvrir des passions, des hobbies, des choses qui les motivent, surtout à l'adolescence. À l'adolescence, c'est un peu « ouais, j'aime pas trop ça, ouais, j'aime pas ». Moi, j'ai 2 adolescents maintenant à la maison, là. Donc voilà, il faut trouver le moyen de les amener à être sans cesse pas dans la suractivité, mais à se trouver des hobbies, des passions. D'ailleurs, un point qui me paraît fondamental, c'est de laisser de temps en temps les enfants s'ennuyer. Dans le développement cognitif, émotionnel, dans le développement de l'enfant, l'ennui n'est pas forcément un ennemi. Si la vie n'est faite que d'ennui, c'est un problème, et s'il n'y a jamais d'ennui, c'est un problème aussi. La psychologue de l'éducation Claire Lecomte, répondant au Figaro, affirme à très juste titre qu'on a trop souvent tendance à penser qu'il s'agit d'un sentiment péjoratif en parlant de l'ennui, lié à la lassitude, à l'inaction. Pourtant, ne rien faire est une activité à part entière. Il est primordial de prendre du temps pour soi et cela vaut aussi pour un enfant. C'est l'occasion de faire travailler son imaginaire, sans quoi il serait vide. Ces moments vont aussi lui permettre d'enrichir sa capacité d'observation. Il verra des choses que d'autres ne voient pas et en grandissant, il développera une perception plus sensible. Le développement émotionnel est un autre volet qui mérite notre attention. Il ne suffit pas de développer l'intellect, la cognition des enfants. Il ne suffit pas d'en faire des grosses têtes. Laissez-moi vous raconter par exemple ce qui m'est arrivé avec mon aîné. Moi, j'ai grandi en regardant Bruce Lee. Bruce Lee, on a les exemples qu'on peut. C'était mon exemple quand j'étais jeune, adolescent. J'ai pratiqué les arts martiaux, et j'ai pratiqué les durcissements, et j'ai tapé les bras dans des arbres pour les endurcir. Enfin, j'ai fait toutes ces choses-là parce que je vivais dans un modèle où être un homme, c'était être fort, c'était ne jamais avoir mal, c'était ne jamais pleurer. J'ai grandi avec cette mentalité qui, à mon sens, maintenant est une mentalité un peu arriérée. Ceci dit, sans aucun mépris. Ça a été ma mentalité pendant des années. Bon. Et donc, quand mes enfants tombaient, je voyais qu'ils n'avaient pas grand-chose, je leur disais « Les enfants, c'est rien, nous on est des hommes, on pleure pas, allez debout ». J'ai appris, en lisant un livre qui s'intitule « L'intelligence émotionnelle », que un enfant, un bébé qui tombe, est en panique, il a peur, il ne sait pas ce qui se passe, et le meilleur moyen de l'amener à se rassurer lui-même est de le rassurer d'abord. Autrement dit, vous le prenez dans les bras, vous le rassurez, vous lui dites c'est pas grave, effectivement il voit que c'est pas grave et il apprend. Mais si par contre il reste par terre à pleurer pendant 5 minutes, il n'apprend pas aussi facilement à se rassurer. Et on en fait des gens plus fragiles émotionnellement. Vous voyez ? Une simple information technique au niveau émotionnel, simple à comprendre, a changé la manière dont j'éduque mes enfants. Et j'ai certainement contribué à leur faire prendre un peu de retard de ce point de vue-là, mais on peut toujours, même si on a fait fausse route, on peut toujours reprendre une bonne direction. Par conséquent, chacun est invité à se documenter sur les émotions, en particulier chez les enfants. Savez-vous, par exemple, que les enfants, tout comme les adultes, ne donnent pas et ne reçoivent pas de l'amour de la même manière ? Il y a des langages de l'amour, notamment des langages de l'amour des enfants. Alors, j'ai 3 garçons, ils sont tous les 3 différents. Il y en a un qui est très câlin, qui peut passer 5-10 minutes dans les bras, faire un gros câlin. Un autre, pas du tout. Un autre, il aime beaucoup rendre service, par contre. Et un autre qui est à moitié câlin, qui aime rendre service, qui aime beaucoup qu'on s'occupe de lui, qu'on lui donne du temps. Ils sont tous les 3 différents, et les 3 reçoivent et donnent de l'amour dans des modalités différentes. C'est simple dit comme ça, mais
Ça fait toute la différence entre un enfant qui se sent aimé et un enfant qui se sent mal aimé, voire pas aimé du tout. En particulier dans les systèmes égalitaristes, dans lesquels on donne exactement la même affection, dans les mêmes modalités à chaque enfant. Vous voyez, se documenter sur les émotions, sur la gestion des émotions, enseigner aux enfants à comprendre, à exprimer leurs propres émotions, d'une manière acceptable évidemment, c'est la première étape d'une saine gestion émotionnelle. Moi, j'ai vécu dans un système éducatif dans lequel je ne pouvais pas dire à mes parents « je suis en colère ». Nous avons progressé et nous espérons que nos enfants eux-mêmes progresseront par rapport à ce que nous leur avons donné. Nous espérons que nos enfants feront mieux que nous, mais nous encourageons nos enfants à dire « je suis en colère ». Nous ne les autorisons pas à taper, nous ne les autorisons pas à crier de manière agressive, mais nous les autorisons à dire « je suis en colère », sympathique, je suis mécontent, je suis frustré, et on les encourage même à dire cela. C'est évident maintenant pour les parents de mon âge, pour la génération d'avant c'était beaucoup moins, et pour la génération d'après on espère que ça n'ira pas dans l'extrême inverse, où on sera dans la négociation permanente et inconditionnelle, et où l'enfant sera l'enfant roi. Mais enfin bon, ce sera un autre problème. Un autre aspect, pour une saine gestion émotionnelle de la vie familiale et de la croissance émotionnelle de l'enfant, c'est de comprendre la dynamique familiale dans laquelle se trouve sa famille. Excusez-moi, la dynamique émotionnelle dans laquelle se trouve sa famille. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement, je voulais dire la dynamique émotionnelle. Il y a des familles qui sont dans des systèmes émotionnels où on peut s'exprimer. Il y a des familles où les émotions sont castrées, refoulées, interdites. Il y a des familles, au contraire, où la dynamique émotionnelle est dans l'exacerbation, dans la surexcitation, dans la surenchère émotionnelle permanente. C'est intéressant de comparer, de s'instruire et de se demander dans quelle dynamique émotionnelle se trouve ma famille, dans quelle dynamique relationnelle également se trouve ma famille, et comment est-ce que je peux améliorer les choses. On peut même l'étudier d'une manière transgénérationnelle. Vous savez, la psychologie transgénérationnelle, c'est une psychologie qui étudie les motifs qui se répètent d'une génération à l'autre. Et j'ai connu effectivement, étant pasteur, j'ai eu l'occasion d'écouter des gens et j'ai connu des familles dans lesquelles on trouve de manière presque mécanique, c'est assez extraordinaire, d'une génération sur l'autre, un taux à peu près constant de divorce ou un taux à peu près constant de dépression ou de suicide. C'est vraiment étonnant, ça n'est pas complètement mécanique, mais c'est vraiment frappant dans certaines familles de se rendre compte qu'il y a des motifs qui se répètent. Et donc pour que vos enfants aillent plus loin et aillent mieux, c'est fondamental, c'est important de savoir comment est-ce que vos parents ont grandi, comment vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos aïeux ont grandi et de comprendre quelle est la dynamique transgénérationnelle de votre famille et d'en parler à vos enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent prendre d'éventuelles mesures correctives ou au contraire apprécier la valeur d'un héritage de qualité. En résumé de ce passage sur les émotions, de l'attention, beaucoup de l'amour, des limites claires, logiques, qu'on établit ensemble également dans la discussion, et puis une éducation aux émotions. Enfin, le dernier volet sur lequel je voudrais vous proposer des pistes, après le volet cognitif et le volet émotionnel, c'est bien sûr le développement moral, et vous savez que je suis pasteur, le développement spirituel. Je ne parle pas forcément d'un développement religieux, mais bel et bien moral et spirituel. Ce développement, il va se construire essentiellement et tout d'abord par l'exemple. Claire Lecomte, la psychologue du développement que j'ai déjà citée plus haut, affirme « Il faut savoir que dans un premier temps, les enfants se construisent par imitation. Ils reproduisent les gestes qu'ils voient, ils répètent des mots qu'ils entendent ou des attitudes qu'ils perçoivent. Cela reste vrai très longtemps. Si vous voulez que vos enfants aient une certaine qualité d'être, une certaine qualité morale, une certaine appétence à la spiritualité, si vous voulez qu'ils soient calmes, posés, réfléchis, généreux, altruistes,
montrez-leur l'exemple. Ouais, c'est déjà plus chaud, hein. C'est facile d'exiger quelque chose d'un enfant. Leur montrer un exemple consistant et conséquent, c'est déjà autre chose. Trop souvent, par exemple, des parents ayant échoué au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau professionnel, projettent dans leur enfant toute leur ambition frustrée et exigent d'eux qu'ils fassent ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire eux-mêmes. Ou bien, et cela m'est déjà arrivé, bien des parents reprochent vertement à un enfant de monter le ton, tout en montant eux-mêmes le ton. Vous voyez ce que je veux dire? Je me tourne vers mon écran pour vous regarder. Hein? Moi, ça m'est arrivé de dire à mes enfants, arrête de crier, ça suffit maintenant, tu dois être gentil et agréable et poli. L'enfant, il va plutôt se calquer sur ce que je fais et pas tellement sur ce que je raconte. L'enseignement moral, l'enseignement de qualité d'être, l'enseignement à l'appétence des choses les plus hautes de l'esprit humain, la spiritualité, passe donc avant tout par l'exemple, mais pas seulement. Il s'enseigne aussi au travers de lectures, au travers de discussions. Pour ma part, je débat souvent de notions morales, de notions spirituelles, en étudiant avec mes enfants, avec ma famille entière en fait, de courts passages de la Bible. Je leur pose des questions sur ce qu'ils comprennent, sur ce qu'ils ne comprennent pas. On le met en parallèle avec ce qu'ils vivent à la maison, ce qu'ils vivent avec les copains et les copines à l'école ou au centre aéré. Nous discutons de l'actualité, voire même parfois de certains romans que nous avons lus en commun. Faisons de temps en temps le bilan d'une dispute. Nous essayons de comprendre ce qui s'est joué, quels ont été les enjeux émotionnels, et on essaie de trouver des pistes de formulation, des tournures moins agressives, moins blessantes, qui tiennent compte du besoin de sécurité de l'autre. L'altruisme, la compréhension, la capacité d'écoute, le respect de soi-même et des autres sont des choses qui s'enseignent aussi bien par la théorie que par la pratique. Si vous en avez les moyens et que vous voyagez à l'étranger, ne restez pas dans les hôtels 5 étoiles avec vos enfants, mais allez voir la réalité des gens qui vivent dans les pays que vous visitez. Et ne visitez pas que des pays riches. La conscience et l'intelligence profonde, peut-être même le sens moral, le sens altruiste des enfants se développent bien mieux quand ils se rendent compte de ce que vivent d'autres enfants qui ont beaucoup moins de chance, beaucoup moins de conditions favorables, matériellement parlant, que nous. Et qui par contre sont humainement souvent bien plus chaleureux, bien plus solidaires, bien plus humains dans un certain sens que ce que nous vivons ici dans nos sociétés riches mais individualistes, matériellement aisées mais humainement froides. Et je parle pour moi en premier. Les activités scouts que fréquentent nos enfants les amènent parfois à distribuer des repas chauds aux sans domicile fixe. Les enfants grandissent par des actions comme celle-là aussi. Il y a tant à faire pour que nos enfants aient une saine moralité qui les amènera à avoir une meilleure qualité de vie, mais une vie aussi porteuse de sens, y compris dans le monde du travail. Le site cadreemploi.fr en parle indirectement. Elle parle de ce qu'on appelle les soft skills et je voudrais vous montrer une diapositive tout en vous lisant ce qu'il en dit. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il est temps de vous mettre à la page. En 2020, les soft skills ont pris une part encore plus importante dans les recrutements. Et ce sera encore plus le cas en 2021. Les soft skills, c'est la capacité d'un employé ou d'un cadre à comprendre l'état émotionnel, à être dans la négociation, à être dans l'empathie, à être dans une forme de synergie positive. Donc là, on est très loin, vous comprenez, du management par la terreur. On est très loin du management par la rétention de l'information, par le chantage. On est vraiment dans quelque chose de très humain et on s'est rendu compte de la valeur de l'humain, des valeurs positives,
j'aurais presque envie de dire des valeurs chrétiennes, non pas qu'elles soient le monopole du christianisme, mais qu'elles sont le corps de valeurs chrétiennes, elles sont au cœur du christianisme, en tout cas. Eh bien, au niveau professionnel, c'est ce qui se passe. Ces valeurs prennent de plus en plus de place et on se rend compte que les entreprises qui les portent ont de meilleurs rendements, ont un meilleur cadre de vie que celles qui ne les portent pas. Voilà mes amis. J'ai voulu ce soir partager avec vous une idée très simple. C'est que le futur de nos enfants, cela se prépare, cela se travaille au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau moral, au niveau spirituel. Peut-être que vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, mais peut-être que vous avez ou que vous aurez des petits-enfants, ou peut-être que vous avez des amis qui ont des enfants. Ne négligez pas la puissance potentielle d'une piste éducative. J'en ai partagé quelques-unes, peut-être maladroitement ce soir, je ne sais pas. Mais je sais que leur puissance peut être immense. Souvenez-vous, le développement cognitif tout d'abord des enfants, pour avoir des enfants qui soient inventifs, créatifs, curieux et aptes à faire face aux problèmes de demain. L'intelligence émotionnelle ensuite qui leur permettra de se comprendre eux-mêmes au mieux et d'interagir avec autrui d'une manière salubre, constructive. Le développement moral et spirituel enfin, pour que les hommes et les femmes de demain aient des valeurs profondes, pour qu'ils aient une véritable vision politique, dans le sens non pas politicien égotique du terme, mais dans le sens le plus élevé, dans le sens le plus noble du terme. Des hommes et des femmes qui aient une éthique, oui, une morale. Non, la morale, ça n'est pas un gros mot, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Des hommes et des femmes qui aspirent à ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus élevé dans l'esprit humain. Nous sommes tous invités, le futur qui se dessine nous invite fortement à préparer les générations suivantes pour qu'elles sachent, mieux que nous l'avons fait, gérer les défis de demain. Cela a été un privilège, mesdames et messieurs, pour moi et pour l'équipe de Besançon, de partager ces 3 conférences avec vous. Un immense merci de votre assiduité et une excellente continuation à tous et à toutes. À vous, Besançon, les studios.